Et nous poursuivons cette série d'interviews pour la deuxième édition de Family Stories, l'événement des entreprises familiales, des patronnes, des patrons qui ont la responsabilité de boîtes qui ont déjà une histoire de décennies, de siècles parfois derrière elles, et qui aujourd'hui sont à l'œuvre pour développer leur groupe. Alors à ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir Samia Yacoubi. Bonjour Samia. Bonjour Mathieu. Vous êtes donc directrice du développement et de l'ingénierie patrimoniale au sein du 29H, qui est le segment, on va dire, le plus haut de gamme de Société Générale Private Banking. Tout à fait. Voilà, merci infiniment d'être avec nous. Avec grand plaisir. Jean-Baptiste Tello, à ma droite, vous êtes directeur général donc, de ICTS France et président d'Aeria. Bonjour Mathieu. Merci infiniment d'être avec nous. On a dit ce matin et cet après-midi beaucoup de choses sur ce plateau au sujet de transmission, au sujet de préparer de nouvelles générations, au sujet de partage de la valeur, au sujet de RSE, de ESG, d'ancrage territorial, de développement international. Et vous aviez choisi de parler sur un thème beaucoup plus familial justement, vraiment dans le projet familial entre vision et raison d'être. Et ma question est la suivante, pourquoi il fallait parler sur ce sujet ? Vous qui êtes sur l'ingénierie patrimoniale, pourquoi vous vouliez sortir un peu du carcan très transmission, des sujets sur lesquels on a plutôt l'habitude de vous retrouver peut-être Samia. Pourquoi il fallait parler là et quel est le message que vous avez partagé chacun ? Voilà. Un message important en un mot ou deux. Samia, peut-être pour commencer. Oui, avec plaisir Mathieu. Oui, c'est vrai que nous, on a l'habitude d'avoir un métier très technique, mais cette technique, elle n'a aucun sens si elle n'est pas au service des objectifs de nos clients et de leurs objectifs familiaux. Donc c'est vrai que les entreprises familiales aujourd'hui, elles sont un petit peu au cœur de l'actualité parce qu'on parle beaucoup du recentrage du pacte Dutreil. Et nous, qui nous dit-on, serait en voie d'extinction, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, en tout cas je ne l'espère pas et je pense que tout milite pour qu'on préserve cet actionnariat familial en France et précisément la raison d'être qui avait été introduite par le dispositif de la loi Pacte en 2019. Elle laisse à penser que l'entreprise, elle n'est pas seulement là pour réaliser un profit. Et donc, bien sûr, l'entreprise doit être rentable, c'est important pour son équilibre, mais pour autant, elle est aussi au service d'un intérêt général. C'est ça la logique de la raison d'être. Alors, qui mieux que les entreprises familiales peuvent parler de l'intérêt général ? Je pense que la réponse est dans la question. Cette loi Pacte, effectivement, qui vient remettre plus que jamais l'église au milieu du village sur l'apport des entreprises familiales avec leurs projets à long terme. Exactement. Effectivement, qui leur permet d'envisager autre chose peut-être qu'une performance trimestrielle. Jean-Baptiste ? Oui, alors moi j'ai voulu m'exprimer sur ce thème parce que c'est au cœur de l'ADN de l'entreprise familiale, la vision, la raison d'être. C'est vrai que les entreprises familiales sont quand même portées par des valeurs fortes, souvent portées par un fondateur d'abord, et puis après c'est aux générations suivantes de se les réapproprier, de se réapproprier ce mode de gouvernance. Donc voilà, j'ai trouvé très intéressant de s'exprimer là-dessus, alors d'autant plus que dans notre groupe familial, on est en plein cœur de ce sujet-là, justement à cette charnière où le fondateur doit prochainement, l'âge faisant, passer la main, en tout cas, quitter le groupe et passer la main. Et donc il y aura ce vrai sujet de comment on redonne un nouveau souffle au groupe, comment on rebondit après ça, comment on adapte aussi la vision, la gouvernance, la raison d'être à ces nouveaux enjeux. J'imagine qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui avec vos prédécesseurs sur ce plateau. On en a beaucoup parlé de cet équilibre entre vision personnelle d'une génération qu'on représente, qui est ancrée dans son ère peut-être un petit peu plus que ceux qui s'apprêtent à partir, et en même temps cette responsabilité effectivement d'une boîte qui a déjà été fondée, gérée par peut-être une G2, une G3, une deuxième génération, une troisième génération. Comment on arrive à trouver cet équilibre justement pour composer sa propre partition ? Alors c'est un vrai challenge, on est en plein cœur du sujet et ce à quoi on s'attache. Nous, dans notre cas particulier, on est vraiment dans la transmission G1 à G2. Voilà, la première génération, celle de mon père qui a fondé, parti de rien, pour arriver aujourd'hui à la situation où nous en sommes, c'est-à-dire 30 000 collaborateurs dans 28 pays et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc, évidemment très porté par la personnalité forte du fondateur, un management très incarné, indéniablement. Mais qui doit savoir se réinventer parce que quand on atteint cette taille-là,
malgré sa très forte présence, c'est compliqué de rayonner dans 28 pays. Voilà. C'est d'ailleurs pas qu'une charge qu'ont les groupes familiaux. Je veux dire, quand on est entrepreneur start-upper, quand on a levé 500, 1 million, 1 milliard et qu'on devient le patron d'une boîte de 3000 personnes, c'est pas la même chose qu'au début quand il y avait 3 mugs et un baby-foot. Exactement. Donc c'est quand même complètement autre chose, c'est un autre exercice. On doit sortir de l'artisanat pour vraiment avoir des mécanismes de gouvernance d'un vrai groupe. Et voilà, et cette charnière, je pense, sur le passage à la deuxième génération, et je trouve qu'en plus, nous, on est une deuxième génération, frères et sœurs, qui s'entendons très bien, qui, en tout cas, j'ai la prétention de le dire, n'ont pas un ego qui ont besoin absolument de personnifier cette vision. Et donc, on peut, et c'est notre volonté, apporter une nouvelle vision, justement, plus construite avec le management, plus souvent un mode plus participatif et transversal dans l'ensemble du groupe. C'est un bon moyen aussi d'insuffler une nouvelle ère et une nouvelle étape dans la construction du groupe. Merci beaucoup, merci infiniment Jean-Baptiste. Samia, vous disiez en introduction, vous parliez de raison d'être. Est-ce que vous pensez est-ce que d'abord ça se fait, que les familles, en tant qu'animal, trouvent leur propre raison d'être au-delà de l'actif professionnel qu'elles détiennent ? Est-ce qu'une famille fait l'effort, est-ce que les familles font l'effort d'avoir leur propre raison d'être ? Oui. Ou est-ce qu'elles devront le faire demain ? Est-ce que ça pourrait les aider justement dans ces moments de transition, de transmission ? Est-ce que cette raison d'être de famille pourrait être la boussole de demain ? Absolument. Vous touchez là le cœur du sujet, Mathieu, c'est que c'est un exercice de verbalisation des objectifs, notamment des objectifs de long terme auxquels doivent se soumettre les chefs d'entreprise. Et c'est souvent des moments de distanciation justement de l'entreprise où il y a énormément de sujets émotionnels qui se jouent au niveau de la transmission de l'entreprise. Donc quand on fait un peu ce pas de côté, et je pense que le fait de faire monter des managers, c'est aussi très intéressant dans votre processus, Jean-Baptiste, on en parlait tout à l'heure au moment de la table ronde. Ça me paraît être quelque chose de très sain et qui permet en effet de recréer de se souvenir pourquoi finalement on choisit de consacrer autant d'énergie, de moyens financiers, etc. pour l'entreprise. C'est rarement en fait avec une seule finalité de gagner de l'argent et de faire du profit. Et donc c'est les familles qu'on suit, nous au 29H, très souvent elles ont des actions philanthropiques, des actions d'intérêt général, mais elles ne communiquent pas dessus par pudeur, parce qu'elles ne veulent pas en faire quelque chose de marketing ou d'artificiel. Et de mon point de vue, c'est une erreur. C'est une erreur à la fois parce que l'entreprise, je pense, et les collaborateurs ont envie d'avoir connaissance et d'être fiers, de porter cette fierté au-delà des frontières du groupe, en fait, très souvent. Et puis, je pense que ça légitime aussi le rôle de l'entreprise dans nos sociétés. Donc on est dans un pays où la culture économique est assez faible et je pense que les entreprises ont tout à gagner à communiquer davantage sur le rôle qu'elles jouent dans la société. Dans leur écosystème. Exactement. Et donc rédiger une raison d'être, en tout cas s'imposer de le faire, ça concourt à tout ça. Eh bien Samia, je suis ravi de vous dire que sur For Change, la chaîne télé sur laquelle nous nous trouvons, il y a une émission qui s'appelle Philanthropia, qui est dédiée à ces sujets et je vous encourage vivement à nous y rejoindre. Très bien. Jean-Baptiste, on a parlé de boussole à l'instant. Alors d'abord, est-ce que vous avez fait ou pas, mais encore une fois c'est quelque chose de très récent, l'exercice de quelle est la raison d'être de la famille au-delà du groupe, et oui ou non, et deuxièmement, est-ce que vous avez une boussole personnelle, un gris-gris, quelque chose que vous regardez de temps en temps quand vous devez prendre des décisions et qui dans nos quotidiens particulièrement chargés vous permettent de tenir le cap? Et alors, oui, le travail sur la raison d'être, on a fait ce travail au niveau de la famille, effectivement, notamment quand on était dans l'étape de la transmission patrimoniale. Et c'est intéressant parce que c'est un exercice que mon père avait tenu qu'on fasse tous ensemble, puisqu'à partir du moment où il nous transmettait l'essentiel du capital du groupe, il voulait qu'il y ait un vrai partage des valeurs et que, en tout cas, les valeurs sur lesquelles il avait fondé ce groupe, qu'elles soient parfaitement comprises et intégrées par l'ensemble de la famille. Donc ça, c'est un travail qui était important, alors qui est très familial quand même. Voilà. Le sujet, il est évidemment comment est-ce que maintenant on transmet ça et on transcrit ça de manière plus formelle, parce que c'est très informel. Aujourd'hui, encore une fois, je parlais de cette vision très personnifiée autour du fondateur dans cette première étape de la première génération. Voilà, l'étape suivante, c'est d'arriver à beaucoup plus transmettre
et à beaucoup plus impliquer l'ensemble de l'entreprise et du management dans justement ces valeurs ce travail d'affirmation des valeurs et de la raison d'être du groupe qu'on a écrite. Et finalement l'exemple, c'est un peu ce que citait Samia à l'instant, hein, mais c'est par exemple il y a beaucoup de projets, mon père depuis longtemps est très attaché à mener beaucoup de projets de développement en Afrique, mais c'est quasiment un son précaré qui se garde pour lui. Et c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup l'occasion d'échanger avec lui, sur le fait que ça pourrait être beaucoup plus partagé avec l'ensemble du groupe. Mais il y a justement cette pudeur dont parlait Samia, il garde ça pour lui. Pourtant, on a déjà construit 4 ou 5 écoles, collèges, lycées, des barrages, des écoles de femmes, des stades de foot, etc. Tout ça en Afrique de l'Ouest. Et encore une fois, l'idée n'est pas de se vanter, pas du tout, mais justement de faire vivre, de partager ces valeurs-là avec l'ensemble du groupe pour que finalement ce qui nous réunit nous en tant que famille soit aussi transmis à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Voilà. C'est un peu ce défi-là qu'on va avoir dans les prochaines années. Alors après moi, un gris-gris. Une boussole, Une boussole. Une citation, un homme, une femme, un vinyle, que sais-je. La musique parfois nous aide. Non, moi je dirais une boussole. Écoutez, une boussole, moi, dans mes prises de décision, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire pendant la table ronde, j'ai eu une vie professionnelle avant de rentrer dans le groupe. Pendant 10 ans, j'ai fait du conseil en management. Et c'est vrai que toute cette période-là est une vraie boussole, si je puis dire. Alors, c'est pas un gris-gris à proprement parler, pas un vinyle non plus, mais c'est des référentiels. Même si je vous soupçonne d'avoir une collection de vinyles. Voilà. Ça. Mais c'est un vrai référentiel pour moi, pour prendre du recul dans ces moments-là, de me rappeler aussi tout ce que j'ai appris sur cette période-là, où j'ai vu plein de cas d'entreprises différentes, plein de référentiels différents et des principes de management qui m'ont sont très utiles encore aujourd'hui. C'est votre tour du monde à vous, quoi. Ces 10 ans à voir tout ce qui se passe ailleurs, voilà. Ça vous permet à vous d'apporter quelque chose de personnel. Exactement. Merci infiniment Jean-Baptiste Tello, donc directeur général d'ICTS France, président d'Aeria et de Sofinor. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je tiens à remercier également Samia Yacoubi, donc directrice du développement et directrice de l'ingénierie patrimoniale au sein du 29H. Et je ne préciserai rien d'autre puisque vous connaissez maintenant le 29H. Absolument. Merci infiniment. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour suite et fin de nos interviews. Et je vous donne rendez-vous évidemment l'année prochaine pour la 3e édition où j'en suis sûr, Jean-Baptiste et Samia seront également avec nous. A tout de suite pour la suite des programmes. Vous regardez For Change.